Dragon Ball Daima est la dernière série animée de cet univers mythique et surtout celle dans laquelle Akira Toriyama lui-même a été le plus impliqué, et ce jusqu'à son décès inattendu et tragique le 1er mars 2024. J'ai eu envie de vous parler de cet animé qui vise à renouer avec le ton aventureux et créatif qui définissait les débuts de Dragon Ball. Avant d'aller plus loin en très résumé en se limitant à ce que montre la bande-annonce, Dragon Ball Daima, ça parle de quoi? L'action se situe entre l'arc de Boo et avant le début de Dragon Ball Super, au 9e anniversaire de Trunks. Un étrange démon décide qu'il doit prendre des mesures préventives contre Goku et ses amis qui se retrouvent avec les corps d'enfants de 6 ans tout en conservant leur personnalité et souvenirs. Pour que les choses reviennent à l'ordre, un voyage vers le mystérieux royaume des démons s'impose. Et au cas où, je vous préviendrai avant d'évoquer les spoilers concernant les 3 épisodes qui sont disponibles au moment d'enregistrer cette vidéo, sachant que le 3e vient de sortir. Et justement, la série est diffusée sur un rythme hebdomadaire, et on la trouve sur ADN Animé puis Crunchyroll, et avec un certain décalage sur la chaîne manga ainsi que sur Netflix. J'adore Dragon Ball depuis l'enfance, c'est pas pour rien que Goku est derrière moi. Je ne prétends pas en être un spécialiste, mais je connais suffisamment pour savoir pourquoi Dragon Ball Daima me semble nettement plus prometteur que Dragon Ball Super notamment. Avant même d'évoquer le contenu des épisodes eux-mêmes, il y a 2 points essentiels qui rendent selon moi cet animé particulièrement digne d'attention. Le premier est évident, c'est l'implication inédite et inattendue du maître Akira Toriyama lui-même pour cette sortie arrivant 40 ans après les débuts du manga. Alors qu'il avait un rôle initial de consultant sur le projet, le créateur, qui n'avait pas caché sa déception vis-à-vis de Dragon Ball Super, s'est pris au jeu pour finalement se lancer à fond. Ainsi, Toriyama a travaillé sur l'histoire, il nous a concocté quelques développements du monde, mais aussi il a travaillé sur le design des personnages et même des véhicules. On sait que le timing comique et le sens de l'aventure sont essentiels à ses yeux, et il ne fait aucun doute qu'il s'est efforcé de les insuffler à nouveau dans Daima. Au passage, Toriyama a précisé que Daima est un terme inventé, mais qu'on pourrait associer à la notion de maléfique, pas étonnant puisque l'histoire est étroitement liée au royaume des démons, un nouveau monde à explorer pour nos héros. Les génériques d'intro et de fin rendent d'ailleurs hommage à Toriyama. On a d'abord la mise en valeur de Tori et de Yama dans la transcription des paroles de la chanson, en bas de l'écran, dans certaines versions du moins. Ensuite, il y a les plumes que contemple Goku et qui se réunissent pour former un oiseau volant vers la lumière à la toute fin. C'est une référence à la signification du nom Toriyama qu'on peut traduire par oiseau de la montagne et qu'on imagine donc partir vers un monde meilleur. Et d'ailleurs, Akira a joué très tôt sur cette signification de son patronyme en créant Bird Studio en 1983 suite au succès de Dr. Slump. Je vais vous parler de 2 points essentiels jouant en faveur de cet animé. Outre l'implication de Toriyama, le deuxième est tout simplement la qualité de production de Dragon Ball Daima, une qualité qui ne doit rien au hasard. En effet, le contexte ici change du tout au tout en comparaison de Dragon Ball Super, dont les animateurs souffraient d'une insupportable pression en termes de délai. La production de Dragon Ball Daima a commencé en 2021. Outre la véritable équipe de rêve réunie sur ce projet, tous ces artistes ont surtout pu peaufiner jusqu'à 16 épisodes avant que la diffusion ne commence, ce qui est un luxe bien rare dans l'animation japonaise. Et forcément, ça se ressent pour nous spectateurs, la comparaison visuelle entre les premiers épisodes de Daima et certains passages calamiteux de Dragon Ball Super fait vraiment mal à ce dernier. Au-delà même de la qualité des dessins et de l'animation, la série bénéficie d'une direction d'ensemble et de réalisateurs qui ont le potentiel pour permettre à l'histoire d'exprimer toute son ampleur, en espérant que le matériau de base soit suffisamment abouti pour arriver à quelque chose dépassant la simple nostalgie. Et oui, bien sûr, j'ai prononcé le mot. On sait que pour toute une partie du public, l'idée consiste à jouer sur une forme de retour en enfance, même si l'ambition consiste aussi forcément à conquérir un nouveau public. Quitte à parler nostalgie, saviez-vous que la voix de Goku est toujours celle de Masaka Nosawa, qui avait 50 ans quand elle a commencé ce rôle et qui, à 88 ans, continue à le tenir dans Dragon Ball Daima. Je ne vais pas entrer directement dans l'histoire de Daima pour l'instant, je reste en périphérie des spoilers pour évoquer un personnage, plutôt un personnage absent, avec ma fascination toute personnelle pour un personnage pourtant secondaire. Il s'agit de Tenshinhan. Tout comme Piccolo ou plus tard Vegeta, Tenshinhan a d'abord été un grand antagoniste de Goku. De mon point de vue, c'est sans doute dans le tournoi mondial des arts martiaux où Tenshinhan intervient qu'on a les meilleurs combats de Dragon Ball avant que les transformations et les techniques qui demandent une concentration interminable ne viennent changer la donne. Si j'aime autant Tenshinhan, c'est à la fois pour le design du personnage, son amitié indéfectible avec Chaozu et sa capacité à faire face à des adversaires bien plus puissants par la suite,
avec des techniques originales et une véritable intelligence du combat. Et puis surtout, de mon point de vue en tout cas, une des erreurs commises par le manga et les animés de manière générale consiste à laisser définitivement de côté des combattants comme Yamcha, Tenshinhan et même Krillin. Même Piccolo est largement surclassé la plupart du temps pour ne laisser la part belle qu'aux Saiyans. En résumé, les humains sont incapables de se hisser à un niveau de puissance ne serait-ce que vaguement comparable à celui des Saiyans, et qui leur permettrait de rester utiles et pertinents dans les affrontements. Alors oui, je sais bien que Tenshinhan a eu ses quelques rares et rapides moments de gloire, mais on sait bien que malgré tous ses efforts, il ne peut jamais sérieusement faire le poids. Je parlais d'humain, mais la question se pose partiellement dans son cas, puisque Tenshinhan pourrait éventuellement être le descendant d'une espèce ancienne, celle des Triclopes, qu'on devrait nommer Triope pour rester cohérent avec l'étymologie grecque, mais bon là je m'égare. Une origine donc qui expliquerait non seulement son troisième œil, mais aussi d'autres capacités vraiment étranges, comme faire apparaître d'autres bras ou se diviser en clone de lui-même. Bref, vous l'aurez compris, même si on aperçoit vite fait Tenshinhan dans le générique d'intro, je ne sais même pas s'il aura un rôle, ne serait-ce que mineur, dans ce Dragon Ball Daima. Alors c'est vrai qu'au point où on en est, on peut déjà s'estimer heureux sans doute de la présence de Piccolo, que j'aime beaucoup aussi parmi le groupe de personnages secondaires. Évidemment, cela ne vient en rien réduire la qualité de Dragon Ball Daima, mais je voulais exprimer mon envie personnelle de voir une remontée en puissance de personnages qui apportaient de la diversité en dehors des Saiyans. Si j'ai parlé de Tenshinhan, ce n'est pas totalement sans connexion avec l'histoire toutefois, et il est donc temps d'entrer dans les détails de l'intrigue que commencent à dessiner les premiers épisodes de la série. Avant d'évoquer le lien ténu qui existerait avec Tenshinhan, je vous propose de faire un point sur la situation initiale dans ce Dragon Ball Daima. En résumé, on découvre Goma, un seigneur du monde des démons, en compagnie de Degetsu, son conseiller. Goma et Degetsu découvrent les événements récents de la Terre avec le contrôle psychique du roi des démons, Dabra, par le magicien Babidi, puis le retour de Boo qui va avaler Dabra pour ensuite se faire vaincre par Goku et compagnie. Goma est aussi surpris qu'effrayé par la puissance des Saiyans, mais Degetsu remarque que la disparition de Dabra implique que Goma est de fait le roi du domaine des démons, un domaine où tout n'est pas simple puisqu'on apprend qu'il comprend 3 mondes et qu'on découvre que les uns et les autres se manipulent, voire se tirent dans les pattes. En effet, un autre personnage intervient auprès de ce duo, il s'agit de Dr Arinsu, présenté comme la sœur de Degetsu. On nous indique donc que l'un et l'autre sont apparentés à Kaioshin, sachant qu'on apprend dans un livre de lore que les individus de ce type, appelés Shinjin, dans leur ensemble, naissent dans les fruits d'arbres sacrés d'un monde à part. La plupart de ces fruits donnent des Kaio, tandis que les rarissimes fruits d'or donnent des Kai suprêmes ou Kaioshin, dont il n'existe généralement que 2 versions par univers. Certains des fruits basiques ou même des fruits d'or donnent toutefois naissance à des Shinjin impurs. Les fruits de base impurs donnent des Makaio, tandis que les fruits d'or impurs donneraient des Makaioshin, des êtres incroyablement rares, maléfiques et dangereux. J'en reviens à Dr Arinsu, la sœur de Degetsu, conseiller du roi Goma. De toute évidence, elle est plus intelligente que ces 2 crétins et elle les manipule facilement pour que germe dans l'esprit de Goma l'idée particulièrement stupide d'aller dans le monde des humains pour souhaiter que Goku et compagnie deviennent des enfants. C'est stupide puisqu'en ne faisant rien du tout, Goma n'aurait jamais eu de problème avec Goku, qui n'a absolument pas conscience de son existence. De son côté, Arinsu a sans doute lancé cette idée pour servir ses propres desseins et intérêts. En effet, on sait qu'elle souhaite obtenir des financements pour ses recherches. On ignore pour l'instant de quelles recherches il est question, mais bon, on est dans Dragon Ball, on peut supposer que ces recherches pourraient au final poser problème à Goku et ses amis pour la bagarre. Ainsi, pour être utile à Goma et recevoir des fonds, elle a tout intérêt à ce que les Saiyans attaquent le monde des démons. Ce n'est pas tout, en effet on découvre un personnage qui espionne toute la scène de ce premier épisode caché derrière un pilier. Il s'agit d'un certain Glorio, dont on apprend dans l'épisode 2 qu'il est au service du roi du 3e monde des démons, un souverain qui souhaite apparemment contrecarrer les plans de Goma. Faire de ce Goma un abruti, un but de lui-même, s'inscrit dans la parfaite lignée de certains méchants inventés par Toriyama. On pense notamment à l'empereur Pilaf bien sûr, tout comme ce dernier, Goma va invoquer Shenron et faire un vœu un petit peu couillon. Initialement, Goma espère pouvoir bénéficier de 3 vœux, et avec le 2e, il compte bien récupérer un objet de grande importance, celui qui laisse supposer à certains un lien éventuel avec Tenshinhan. En effet, un des MacGuffin de l'histoire serait un objet appelé le légendaire 3e œil démoniaque ou encore œil du Daimakai, même s'il a été traduit étrangement par Oculus Terrien dans les sous-titres. Cet artefact perdu au temps du père de Dabra, qui pour rappel était le roi des démons jusqu'à l'arc de Majin Buu, aurait le pouvoir de rendre son porteur extrêmement puissant. Certaines théories sont ainsi apparues sur internet pour tenter d'établir un lien discutable, pour ne pas dire foireux, avec le 3e œil de Tenshinhan.
De mon point de vue, l'œil de Tenshinhan ne correspond en aucun cas à cet objet mythique, même si je serais ravi de voir revenir le personnage, quel que soit le prétexte. On aperçoit un œil rouge dans le générique d'intro qui est visible à partir du 2e épisode, un œil qui correspond à coup sûr à ce fameux objet de légende. Le premier épisode nous apprend que des individus, voire des peuples entiers, ont quitté ce domaine démoniaque pour aller vivre à l'extérieur. C'est notamment le cas des Namek et de la plupart des gens aux oreilles pointues. Justement, le roi Goma fait appel au Namek le plus ancien encore en vie, un certain Neva, qui est certes gâteux et puant, mais qui est le créateur des 3 Dragon Ball du domaine démoniaque, et même de leur terrible gardien, les Tamagami. Alors bien sûr, on devine que nos héros préférés vont devoir affronter ces 3 Tamagami pour réunir les Dragon Ball du domaine des démons, mais ce ne sera sans doute qu'une étape dans une classique montée en puissance de leur adversité. Quoi qu'il en soit, le roi Goma, son conseiller Degetsu et Neva, le vieux Namek, rejoignent le monde des humains, non sans devoir passer par Warp-sama, une sorte de poisson géant qui gère les allées et venues entre le domaine des démons et l'extérieur. Les impressionnants pouvoirs de Neva permettent non seulement de réunir les Dragon Ball extrêmement vite, mais en plus de passer outre le délai d'1 an entre 2 invocations de Shenron. Notre dragon préféré explique que la possibilité de faire 3 vœux est réservée aux habitués, ce qui corrige une question de cohérence restée en suspens, mais surtout permet d'avoir une scène amusante entre Shenron, toujours aussi imperturbable, et Goma, toujours aussi insupportable et crétin. Pour parfaire sa crétinerie presque sans borne, Goma décide de prendre Dende, le jeune Namek qui remplace le précédent tout-puissant, en guise de moyen de pression sur Goku et les autres, si on suit sa logique d'abruti du moins. Dans l'épisode 2, Glorio vient demander l'aide de Goku pour contrer Goma au nom du roi du 3e monde des démons. On remarque que le design de Glorio est très fortement inspiré de celui d'Han Solo de Star Wars bien sûr. On remarque aussi que Piccolo sait qui est Neva, ce qui est plutôt logique puisqu'il a fusionné avec Nail sur Namek durant l'arc Freezer, ce qui implique qu'il a aussi accès aux souvenirs de celui qui était le garde du corps d'un sage Namek aux connaissances très vastes. Et de manière générale, on peut supposer que la légende de Neva devait être connue sur Namek. Neva est donc un personnage fort intrigant et on peut supposer qu'il pourrait prendre une importance non négligeable pour la suite, en espérant notamment une rencontre, une discussion avec Piccolo, voire une fusion, qui sait. Ce qui est intéressant dans Daima pour l'instant, c'est la richesse de la recette avec une bonne dose d'antagonistes diversifiés, aux motivations potentiellement contradictoires, une pincée d'humour débile dans la droite lignée du Dragon Ball des origines, et un joli zeste de découverte et d'enrichissement du monde. Contrairement à Dragon Ball Super, on n'est pas dans un enchaînement d'affrontements avec quelques éléments pour meubler, ici c'est plutôt l'inverse, sachant que l'épisode 3, qui vient de sortir, nous offre de l'action très bien animée et rafraîchissante, sans sacrifier la découverte et les bouffonneries de Goku, qui reste un éternel naïf gaffeur. Parce que quand même, on est face à une série qui explique le passage entre les mondes par un énorme poisson, Warp-sama, qui avale les voyageurs, les fait tournoyer dans son intestin magique, c'est comme ça que je le comprends, avant de les chier littéralement vers leur destination, et malgré tout, on parvient à conserver une forme d'ésotérisme et d'émerveillement. Alors oui, bien sûr, on reste sur une série complètement accessible à des enfants, et qui ne se prend pas pour ce qu'elle n'est pas, et justement ce mélange entre la naïveté assumée, la créativité, la réussite visuelle, sans oublier une jolie musique d'intro notamment, voilà un ensemble qui répond pleinement à ce qu'on pouvait attendre d'un tel projet. Et je pense que ceux qui n'y verront qu'une série pour enfants ont sans doute oublié que c'est aussi le cas des autres versions de ce shonen, et confondent peut-être succession de bastons et surenchère de puissance avec une fausse idée de ce que serait une série prétendument mature. Attention, bien évidemment, les moments de sacrifice et d'émotion furent nombreux dans Dragon Ball au fil des années, ce qui n'est pas non plus du contenu mature d'ailleurs, juste un choix de tonalité d'une série qui est restée clairement accessible aux enfants. On verra si Daima prendra aussi cette direction au fur et à mesure de la montée des enjeux, ou si l'idée consistera plutôt à rester sur une approche volontairement plus légère et amusante. Si me voir et m'entendre parler de Dragon Ball vous a plu, si vous avez envie d'en savoir plus, si vous avez des questions, des remarques sur la série, les commentaires sont là pour ça, et surtout ils permettent d'aider la vidéo à plaire à l'algorithme YouTube, alors faites-vous plaisir dans la section commentaires. Que ce soit peut-être sur ce sujet de Dragon Ball Daima ou sur bien d'autres qui arrivent prochainement, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Salut!